Même si il y a des oubliés, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Éric Zemmour ou David Lisnard n'ont pas participé au débat hier à Roland-Garros. C'était sur le court central, face aux grands patrons. Les candidats ont croisé le fer. Roland-Garros s'est transformé le temps d'une soirée en course centrale politique. Allons-nous enfin parler des préoccupations des Français? C'est aussi ça la question que je souhaiterais poser aux auditeurs. Est-ce que vous avez été convaincus par ce débat? Est-ce que vous l'avez regardé? Et est-ce que vous considérez que, comme premier débat, l'économie, c'était une bonne idée? Et avec Benoît Perrin, on va essayer d'y voir un peu plus clair, parce que souvent, trop de chiffres tue le chiffre. Ah voilà, il n'y a pas eu une dégestion de chiffres, parce que finalement, il y avait au final très peu de chiffres qui ont été donnés par les différents candidats. Vous êtes déçu alors? Je ne sais pas si je suis déçu. Alors d'abord, je suis déçu du format, parce que je ne sais pas si vous avez un peu suivi. J'étais dans les travées de Roland-Garros pour regarder ce débat qui a duré à peu près 3 heures. Donc c'est quand même très très long. Donc déjà, ce type de débat avec 7 candidats, franchement, à la fin, vous en avez marre. J'aurais peut-être un conseil stratégique à donner aux candidats, c'est tout donner dans la première heure ou même pendant la première demi-heure, parce qu'en fait, après, on décroche tous. Les gens quittent le cours central. Donc sur le format, pas très convaincu. Sur le fond, pas très convaincu non plus. Même si tous les candidats partagent le même constat, le même diagnostic. Il y a un problème d'emploi, il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème d'industrie, il y a un problème de dette, il y a un problème de déficit. Bref, tous les candidats sont plus ou moins d'accord. Donc au moins ils partagent le même constat. En revanche, sur les solutions, j'ai trouvé qu'on était beaucoup dans le yaka faucon, même si, vous en doutez, il y avait quand même un camp qui était dans la négation, dans des solutions qui risquent d'aggraver la situation dans laquelle on est, et un autre camp qui avait plutôt de bonnes intentions, mais qui était finalement relativement peu précis sur les mesures à prendre. Bon, Contributeurs associés, c'est apolitique, donc vous parlez en toute liberté. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a un prétendant qui est sorti du lot hier? Franchement, non. En revanche, il y a un paradoxe qui était frappant, c'est qu'on a l'impression que ceux qui ont été au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont finalement en quelque sorte responsables de la situation catastrophique dans laquelle on est, eh bien, étaient finalement plus offensifs, plus imaginatifs, j'aurais même tendance à dire plus responsables, que ceux qui sont dans l'opposition, qui sont soit restés plus ou moins dans le flou, soit qui ont promu des solutions, encore une fois, très néfastes pour l'avenir de la France et des Français. Donc, c'est un sentiment un peu particulier, voilà, avec finalement des propositions les plus précises chez les gens qui ont été au pouvoir et qui sont du coup responsables de la situation dans laquelle on est. Finalement, ils ont besoin aussi peut-être de montrer qu'ils peuvent changer les choses une fois à la tête, non pas d'un gouvernement, mais à la tête de l'État. Et c'est d'ailleurs là aussi tout le paradoxe. Peut-être que vous êtes, quand vous êtes Premier ministre, c'était la formule de Nicolas Sarkozy, vous n'êtes qu'un collaborateur. Et finalement, vous n'avez pas la main sur la gestion des affaires économiques. C'est vrai, mais c'est un peu pénible quand même, je trouve, d'avoir des responsables politiques qui, quand ils sont au pouvoir, en fait, font pas grand-chose, justement. Il y a toujours une bonne excuse pour pas faire grand-chose. Et en revanche, quand ils sont dans l'opposition ou pas encore au pouvoir, à ce moment-là, ils redoublent d'imagination avec des bonnes idées. Je pense notamment à l'introduction de la capitalisation dans les retraites, au fait de baisser le coût du travail, d'augmenter le pouvoir d'achat, de lutter férocement contre la dette qui ruine les Français. Donc là-dessus, j'ai tendance à dire que, dans le cadre des campagnes, nos candidats redoublent d'imagination, de bonnes idées. Mais le problème, il n'est pas tant sur les campagnes présidentielles que sur le fait, une fois arrivés au pouvoir, on souhaite enfin qu'ils appliquent le programme qu'ils ont promis aux Français. Il y a un sondage très intéressant à découvrir dans les colonnes du Figaro ce matin, où l'on voit d'ailleurs que c'est Marine Le Pen et Édouard Philippe qui, aux yeux des Français, seraient les plus crédibles sur les questions économiques. Que sur la dette et les dépenses publiques, Marine Le Pen est en tête. Sur le pouvoir d'achat, Marine Le Pen est en tête. Sur la simplification administrative et les normes des entreprises, Marine Le Pen en tête. La fiscalité et les impôts, Marine Le Pen. Donc on est très loin, là aussi, des fantasmes qui sont présentés notamment par les opposants politiques lorsqu'ils expliquent que Marine Le Pen a peut-être un programme à la gauche de la gauche sur les questions économiques. Jacques Serret et Jules Torres sont également avec nous, 2 journalistes politiques. Je le disais, la campagne est lancée. Il a été question de la dette, de la réindustrialisation, du coût du travail, de la simplification, de la fiscalité. C'est peut-être le nerf de la guerre, parce que le vainqueur de l'élection présidentielle en 2027 va récupérer le Titanic.
c'est un paquebot qui est en train de s'écrouler, de se noyer. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez d'ailleurs pu échanger avec les équipes des uns et des autres? Sont-ils eux aussi satisfaits? Jacques Serret. Avec une annonce majeure de la part de Marine Le Pen hier, ça a été peu relevé, mais elle a annoncé qu'elle souhaitait inscrire dans la Constitution cette règle d'or pour respecter les 3% de déficit. Jusqu'ici, c'était un non-dit, c'était quelque chose qui était très peu abordé au sein du Rassemblement national. Ces derniers mois, Jean-Philippe Tanguy, qui est en charge du programme économique, avait expliqué que c'était en réflexion. Et hier, Marine Le Pen a annoncé ce point important. Et c'est notable dans le sens où, ces dernières semaines encore, par exemple, Bruno Le Maire appelé de ses voeux à ce que ce point de la règle d'or budgétaire soit inscrit dans la Constitution. Et j'ai même vu passer que Thierry Breton, qui n'est pas un soutien de Marine Le Pen, saluait et parlait de tournant majeur lui-même sur ce fait que ce soit inscrit dans le programme économique du Rassemblement national. Et ça rejoint ce que vous soulignez, Elliot, sur le fait que, en termes de perception au sein des Français, aujourd'hui, cette crédibilité économique, elle est attribuée, en tout cas, les Français accordent de la crédibilité au Rassemblement national. D'un point de vue économique, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans cette campagne. C'est vrai que les adversaires du RN l'attaquaient beaucoup sur ce point-là. Et là, on a le sentiment que les lignes bougent aujourd'hui. Benoît Perrin. Alors c'est très juste ce que vient de dire Jacques Serret. C'est vrai que Marine Le Pen était attendue, évidemment, sur les questions économiques et fiscales. Elle a promis un plan d'économie de 125 milliards d'euros, ce qui est absolument énorme. 125 milliards d'euros, pour vous donner une idée, le déficit français tous les ans, c'est à peu près 150 milliards. Donc vous voyez, elle propose, ou elle va proposer un plan qui va permettre quasiment en tout cas sur le papier, de résorber le déficit. Le sujet, c'est, me semble-t-il, pas tant les annonces que comment elle va s'y prendre. Et là, sur le comment elle va s'y prendre, pour l'instant, on ne sait pas encore exactement. Alors vous avez raison, la règle d'or est un sujet qui est majeur et je crois qu'il est presque l'élément le plus important pour contraindre nos responsables politiques à rétablir les finances publiques. La règle d'or, c'est très simple, c'est qu'on n'a pas le droit de voter au Parlement un budget en déficit. La règle d'or peut s'appliquer au budget de l'État ou au budget de la sécurité sociale. Ça me semble être une mesure de bon sens absolu, en fait une mesure pour contraindre nos responsables politiques à faire des efforts. Jules Torres, en un mot, avant une courte pause, on rejoindra Florence parce que vous êtes déjà très nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21. Je vais scruter aussi les audiences, savoir si ce premier débat a été suivi. J'ouvre et je ferme rapidement une parenthèse. Je n'arrive pas à comprendre comment un débat aussi important, premier débat présidentiel, n'ait pas été libre de droit. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, c'est-à-dire qu'il était en exclusivité, je mets des guillemets à exclusivité, sur LCI. BFM a essayé de le diffuser, mais visiblement le son a été coupé en plein milieu et il y a une sorte de bras de fer visiblement entre LCI et BFM sur un sujet aussi important d'utilité publique. Un débat comme celui-ci, il devrait être diffusé sur toutes les chaînes d'information, que ce soit France Info, que ce soit BFM, CNews, LCI bien sûr. J'ai eu du mal à comprendre cette dite exclusivité. Revenons aux choses beaucoup plus importantes sur le débat de fond et sur les candidats qui, selon vous, ont été convaincants. Jules Torres, en 30 secondes avant une pause. Moi, j'ai trouvé qu'on avait d'abord les premières dynamiques de cette campagne avec, je trouve, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui étaient quand même un petit peu au-dessus du lot et pourtant, ils n'étaient pas en chaussons. C'est-à-dire que sur le cours central de Roland-Garros, devant des entrepreneurs et particulièrement devant le MEDEF, c'est pas forcément c'était ceux qui étaient le plus attendus et qui pouvaient avoir le moins d'applaudissements. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient été de haute tenue, c'est normal, ils sont à leur quatrième et troisième élection présidentielle. J'ai trouvé qu'Édouard Philippe et Gabriel Attal s'en tiraient pas si mal, dans le sens où ils sont quand même tributaires d'un bilan d'Emmanuel Macron qui est quand même un petit peu calamiteux. J'invite les auditeurs d'Europe 1 à lire le JD News cette semaine. On a consacré notre couverture à ce sujet-là. Donc ils s'en sont pas trop mal tirés, mais c'est normal, parce qu'ils sont aussi peut-être ceux qui ont la fibre la plus entrepreneuriale, et donc ils étaient certes attendus au MEDEF, mais c'était peut-être pas ceux qui étaient le plus critiqués. Et ensuite, j'ai quand même l'impression qu'il y a l'arrière du peloton, pour ne pas dire le groupe Eto, avec Marine Tondelier, avec Raphaël Glucksmann et avec Bruno Retailleau, qu'on a vu un petit peu moins en forme, un petit peu moins en jambes, un petit peu plus discret. Donc voilà, je trouve les trois couloirs de nage qu'on a à l'aune de cette élection présidentielle. Et chère Florence, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute quelques échanges de ce débat qui aura duré plus de 3 heures hier sur le cours central face au patron, donc à Roland-Garros. Premier échange tendu entre Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon.
Et moi je le dis, les discours fatalistes qui expliquent que c'est pas possible, on n'y arrivera pas, il n'y a qu'à annuler la dette, personne n'y croit. S'il suffisait d'annuler la dette, d'abord pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Ensuite, si vous considérez, M. Mélenchon, qu'il suffit d'annuler la dette, pourquoi vous proposez en même temps d'augmenter les impôts ? C'est par pur sadisme, s'il suffisait d'arrêter la dette. Et troisièmement, plus personne n'aurait confiance en nous. Marine Le Pen également qui a interpellé Gabriel Attal. Autre séquence forte. Mais qui se plaint que l'ascenseur soit en panne le lendemain. Ça suffit maintenant. Mais parce que vos propositions sont injustes, monsieur l'ancien Premier ministre, dont il est effectivement utile de rappeler que sous Macron, 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, le PLF 2026, 43 milliards de prélèvements supplémentaires de prévus, le gouvernement Barnier, 30 milliards, dont 20 milliards d'augmentation des impôts sur les entreprises. Bon, par conséquent, vous avez été ceux qui avaient aggravé considérablement les impôts. Il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas M. Barnier et que je serais bien resté à la place de M. Barnier à l'époque pour ne pas augmenter les impôts. Je vous ai pas beaucoup vu vous opposer tout de même. Et puis, c'est là où ça va être difficile pour Édouard Philippe ou Gabriel Attal. C'est que ils sont tributaires, ils ont été enfantés par le macronisme. Et ils ont été au cœur de ce réacteur Benoît Périn. Quand vous avez aujourd'hui, je regardais, 3 460 milliards de dettes. 3 460, c'est 116% du produit intérieur brut. Et ce qui est intéressant, si vous rentrez dans le détail, qui détient la dette aujourd'hui ? Et je suis allé me renseigner. Dites-moi si je me trompe, Benoît Périn, je rappelle que vous êtes directeur de Contribuables et Associés. Vous avez 18% de la dette qui est détenue par la Banque de France. Bon, ça reste sous giron français. Vous avez aussi les banques françaises qui détiennent de la dette à hauteur de 16%. Et là où ça commence à se compliquer, c'est que vous avez quasiment 14% du secteur privé français qui détient de la dette, mais vous avez surtout 52% d'investisseurs étrangers. Si demain j'ai une entreprise, que c'est une entreprise qui commence à générer de l'argent et que il y a quelqu'un qui me dit mais moi je veux racheter et m'associer à toi, mais je vais racheter à plus de 50%, à 51% ton entreprise. J'ai plus la main sur cette entreprise-là. C'est plus moi le patron. Est-ce qu'aujourd'hui, la France a encore la main sur sa dette, Benoît Périn ? Alors, il y a deux sujets dans ce que vous venez de dire qui est très juste. Premier sujet, c'est effectivement 52% de la dette française est détenue par des étrangers. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne sait pas quels sont les étrangers qui possèdent notre dette. Il n'y a aucune transparence sur le sujet. C'est fou. C'est un des secrets les mieux gardés de la République française. C'est absolument incroyable. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, vous avez raison, et c'est même inquiétant, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 52% de la dette française qui est détenue par des étrangers, mais ça, c'est sur le stock. Mais quand on regarde aujourd'hui à qui on vend notre dette, eh bien, on le vend là, vraiment en plus grande partie à des investisseurs étrangers. Et ça, c'est effectivement très dangereux parce que les investisseurs étrangers, eh ben, ils sont par définition pas très patriotes. Normal, c'est pas leur pays. Et donc, du coup, ils peuvent partir du jour au lendemain. Les banques françaises, elles sont à peu près stables. Elles vont pas vendre la dette française du jour au lendemain si jamais il y a une catastrophe. Mais c'est une question de souveraineté. Les Français, pareil, sont assez stables dans leur comportement. En revanche, les investisseurs étrangers, et c'est pour ça notamment que les taux montent assez rapidement, et c'est pour ça qu'on est en danger, c'est parce qu'en fait, on est très tributaire des investisseurs étrangers qui regardent la situation de la France et qui se disent, bon, en gros, si le pays continue à être si mal géré, eh ben on va l'investir ailleurs. Et qui nous prêtera de l'argent ? Eh bien, je ne sais pas. 11h22 sur Europe 1, vous êtes en direct, bien sûr, pour la première de la saison, Elliot Deval et vous. C'est une émission, je le rappelle, qui est faite pour vous, par vous, et vous avez la possibilité de prendre la parole à tout moment au 01 80 20 39 21. On revient depuis le début de l'émission sur cette campagne présidentielle qui est lancée après le tout premier débat des principaux prétendants à l'Élysée avec comme champ de bataille l'économie. C'était face aux grands patrons, les candidats ont croisé le fer. Roland Garros s'est transformé le temps d'une soirée en un cours central politique et Florence est avec nous. Chère Florence, bonjour. Florence qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Chère Florence, est-ce que vous avez été convaincue ? Vous l'avez regardé ce débat hier ? Alors, je l'ai regardé presque en entier, oui. Oula, vous avez été courageuse. Ça commence à 16h45, ça a quasiment fini à 20h. Ouais, non, mais ça m'a plu. Et je vais peut-être vous dire, si ça vous ennuie pas, ce que j'ai ressenti, c'est ça ? Au contraire, c'est pour ça que vous nous appelez. Un bonheur. J'ai ressenti Marine Le Pen solide, droite. On sent qu'elle a envie de se battre pour les Français. Et je lui fais une absolue confiance. J'ai senti
Mélenchon, mais ça tout le monde le sait, violent. Et comme tous les LFI, il est violent, regardez de Logu à Marseille. On va en Et on parler ne dans peut cette pas émission. confier la France à quelqu'un de violent, c'est trop dangereux. J'ai senti Raphaël Glucksmann fragile et faux. On ne vient pas à un débat comme ça avec ses applaudisseurs personnels, qui dès que vous ouvrez la bouche, ils se mettent à applaudir. Ça fait il est fragile, cet homme, il est fragile. Quand on est solide, on vient seul. J'ai senti Édouard Philippe et Gabriel Attal aussi menteurs que d'habitude. Voilà. Et Bruno Retailleau, Voilà parce ce que que vous j'ai l'avez senti. oublié, mais c'est Absent. Mais oui, absent. mais il a été absent. Alors, Absent. excusez-moi, Florence, est-ce que vous Oui. arrivez à mettre de côté vos convictions partisanes, parce que en écoutant votre résumé de ce débat, je comprends que vous votez pour Marine Le Pen. Oui. Bon, mais est-ce que vous êtes certaine de voter pour Marine Le Pen? Est-ce que vous étiez déjà certaine de voter pour Marine Le Pen avant le début du débat? Parce que sinon, c'est un peu biaisé. Est-ce que vous avez Alors, réussi je vais à prendre un peu de hauteur, un peu de recul? Oui, oui, carrément. Parce que j'ai 2 filles Mhm. qui travaillent. Et moi, mon opinion est faite. Mais c'est surtout pour la France et pour mes filles que je veux tout écouter et me faire une opinion. Mais vous avez, c'est pour mes formidable filles. d'ailleurs de penser comme ça, parce que il y a l'idée Je de sais la pas si c'est transmission. formidable, Bah, si. mais c'est surtout une attitude de parent, quoi. Bah écoutez, c'est l'attitude d'une bonne mère de famille, en tous les cas, chère Florence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé économie hier, mais j'ai retrouvé le sondage. Vous savez, chaque mois, il y a les préoccupations des Français. Alors, on n'a pas celui du mois d'août, mais j'ai celui, par exemple, du mois de juillet, sondage Ipsos. Je vais vous lister les préoccupations. La première des préoccupations, c'est la criminalité et la violence. Il n'en a pas été question hier, c'était l'économie. La deuxième, c'est l'inflation. Troisième, changement climatique. Alors, est-ce que ça intervient aussi haut parce qu'en juillet, on a eu les incendies, les canicules à répétition et une sorte de prise de conscience? Est-ce que c'est conjoncturel ou structurel? Après, vous avez le système de santé, les flux migratoires, pauvreté, inégalité, taxes et impôts et chômage. C'est pour ça que moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va enfin parler des préoccupations des Français? Certes, l'économie est une préoccupation. Et c'était l'université d'été du MEDEF. Oui, mais imaginez que en premier débat, vous fassiez un débat sur la question des sécurités, sécurité du quotidien, sécurité intérieure, sécurité extérieure. Là, vous êtes pile dans l'axe, c'est-à-dire la première des préoccupations des Français. Marine Le Pen a essayé de soulever la question dans le sujet économique de la question de l'immigration, Oui. qui par beaucoup d'observateurs est quantifiée à autour de 40 milliards d'euros par an de ce que ça coûterait à l'État français. Bon, ça a provoqué des cris d'orfraie de Gabriel Attal, qui je crois d'ailleurs a trouvé une sorte de formule pour dire Marine Le Pen c'est sujet verbe immigration, mais j'ai un petit peu l'impression que c'est Gabriel Attal qui est dans le déni, puisqu'on sait aujourd'hui, malgré tout ce que le pouvoir essaye de nous dire, que l'immigration a un coût, qu'elle a un poids, mais de manière explosif sur nos finances publiques, sur nos dépenses publiques. Donc ça devrait être un sujet qui est profondément économique. Et c'est courageux de la part de Marine Le Pen de lancer ce débat face aux grands patrons, parce qu'on sait à quel point le patronat peut être attentif à ce qu'on appelle l'immigration de travail. Oui. Et Raphaël Glucksmann, quand il a repris Marine Le Pen en prenant cet exemple-là, a été applaudi. Et même Marine Tondelier aussi, lorsqu'elle a souligné le besoin à ces yeux d'immigration de travail, a été applaudie par le MEDEF,